Dans votre dernier spectacle, donc ADN, vous donnez la parole aux enfants nés d'une procréation médicalement assistée et notamment des enfants issus d'un don de sperme anonyme. Ce qui est intéressant, c'est que vous montrez vraiment bien comment ça peut brouiller les cartes de la filiation. Comment vous est venue cette idée de ce documentaire, cette pièce documentaire? J'ai 39 ans et quand j'ai eu 35 ans, mes parents nous ont réunis, ma sœur et moi, et nous ont annoncé que notre père n'était pas notre père. Moi, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de non dit ou d'irrésolu dans la filiation. J'avais aussi rencontré différents thérapeutes qui m'avaient déjà mis sur la voie de quelque chose d'irrésolu, que j'aurais dû investiguer, mais mes parents n'étaient pas spécialement ouverts à la discussion à cette époque-là. Donc quelque part, le savoir, ça a un peu remis les choses à l'endroit, mais c'est malgré tout très perturbant, parce qu'on doit revoir 35 ans de vie à la lumière d'une information qu'on ne possédait pas. C'est très perturbant de savoir qu'on nous a caché la vérité, même si pour mes parents, c'était pas du tout la manière dont ils envisageaient les choses. Eux, ils l'avaient même oublié, en fait. Je pense que beaucoup de parents de cette génération font un déni, ce qui me semble assez logique, en fait, tellement il y a de tabou autour de cette question du don de sperme. Voilà. Et tout ça pour dire que moi, ça a remis les choses à l'endroit. Ma sœur, qui ne s'était jamais posé de questions à ce sujet, ça a mis tout son monde à l'envers. Donc on a vécu les choses de manière très différente. Et je me suis dit qu'il y avait sans doute un spectacle à écrire là-dessus, en fait. Tellement c'était une situation singulière, originale, qu'on pouvait vivre de différentes manières. Et puis, pour jouer à saute-mouton avec cette contrainte, tout à coup, il m'arrivait un truc incroyable. Pas vraiment révoltant, mais assez perturbant, comme je l'ai dit. Mais je ne pouvais pas aller plus loin, parce qu'une fois que le secret de la conception est dévoilé, il reste un autre secret, c'est le secret du don, qui est la personne qui a fourni ces gamètes. Et ça, même si c'est une information que des médecins détiennent, ils ne sont pas autorisés, ou ils ne s'autorisent pas. Enfin, en tout cas, nous ne sommes pas autorisés à connaître cette question. Ce qui nous place, nous, les enfants de donneurs, de facto, dans une situation où on décide pour nous, où on parle pour nous, même quand on est adulte, même quand on a 35 ou 40 ans, puisque la première génération d'enfants de donneurs de sperme a la petite quarantaine aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours bien aimé écrire sur les groupes dont on avait confisqué la parole et confisqué les choix de vie, en fait. Donc voilà, ça semblait s'inscrire un peu dans ce que je faisais depuis longtemps de manière artistique. C'était réclamer une parole, en fait, et reprendre aussi le pouvoir sur quelque chose qui nous était imposé. Oui, c'est ça. C'est intéressant la question de « vous l'avez toujours su », enfin, ça transparaît dans différents témoignages. Oui, et c'est parmi les témoignages, il y a Stéphanie qui a créé une association qui s'appelle Enfants de donneurs en français, qui est néerlandophone, et qui, elle aussi, enfin, comme beaucoup d'enfants de donneurs, en tout cas que j'ai rencontrés, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir un panel exhaustif des différentes manières de vivre les choses. Hein. Ceux qui m'ont parlé, c'est forcément ceux qui avaient envie de dire quelque chose. Donc peut-être certainement qu'il y a un biais dans les points de vue. Mais elle le dit assez bien, elle dit qu'on sait que quelque chose, même si on ne sait pas quoi, quand quelque chose nous est caché, c'est palpable. On le sent, c'est en suspension quelque part. Et vu qu'on nous dit beaucoup, mais non, mais qu'est-ce que tu vas te faire comme idée, enfin, rien à voir. Il y a une torsion comme ça du réel, quelque chose qui n'est pas, encore une fois, pas dans le bon sens. Et les enfants de donneurs, dit-elle, et ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup bouleversée quand elle l'avait dit, ont appris à mettre un couvercle sur leurs intuitions, puisqu'on leur a toujours dit qu'ils se faisaient des films. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai très fort ressenti. J'ai très fort ressenti que tout au long de ma vie, je me suis forcée à mettre un couvercle sur mon instinct, mon intuition, puisqu'il y avait ce truc qui grésillait, où il y avait comme un courjus quelque part, mais je ne savais pas identifier lequel. Et donc je me disais, mais c'est quoi ce que ça me raconte? C'est rien, est-ce que je m'invente des choses, je me fais des histoires pour rien? Et donc l'annonce que mes parents nous ont faite a été pour moi très libératrice, parce que j'ai l'impression que ça m'a reconnecté très fort à mon instinct aussi, et à m'autoriser à suivre mon intuition et à dire non, par exemple, quand je sens pas les choses, ce que je faisais pas avant. Et ça m'a permis d'acquérir en confiance en moi, en maturité. Enfin, il y a vraiment cette révélation. Et je suppose qu'on en parlera un peu après, mais
je crois enfin voilà, j'enfonce vraiment une porte ouverte, mais je crois que même si la vérité n'est pas toujours bienfaisante, le secret est toujours pathogène, je crois. Et pour moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment grandir, cette révélation. Ouais, ouais. Du côté de vos livres, Ouais. vous dites souvent qu'il s'agit d'autofiction, et donc qu'il s'agit d'événements personnels vécus que vous tordez pour écrire. Et donc je me demandais si pour cette pièce-ci, vu le thème, et vu le lien direct avec votre histoire et le côté très personnel de la chose, est-ce qu'il s'agissait aussi d'une torsion? Non, c'est vraiment différent parce que cette pièce, c'est de la non-fiction. Que les bouquins, c'est en effet de l'autofiction, donc il y a de la mise en scène, j'ai évacué des personnages, j'en ai inventé d'autres, je respecte pas la temporalité des choses. Ici, c'est vraiment une démarche d'édition du réel en fait. Donc je choisis un angle, je choisis comment le traiter, mais il y a, une déontologie journalistique et une manière très journalistique ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de subjectivité, puisque dans le choix des personnes interrogées. Mais j'estime que voilà, là pour le coup c'est de la non-fiction et c'est quelque chose de enfin il y a moins de liberté avec la non-fiction, mais je trouvais ça important de le faire comme ça pour respecter au mieux la parole de ceux qui ont bien voulu me parler, parce que ça aussi c'est assez parce que c'est vraiment un tabou et ça l'était pour eux aussi, enfin ça l'était pour leurs parents. C'est ça qui était intéressant de noter, c'est qu'eux auraient sans doute bien aimé parler librement de leur conception et de leur vie, mais c'est compliqué, ils voulaient tous l'anonymat, pratiquement tous, à part ceux qui sont devenus militants de la cause évidemment, parce que ça reste quelque chose d'hyper blessant pour leurs parents et notamment pour leur père, à cause de tous les tabous liés à la fertilité et donc par une drôle de torsion à la virilité et donc à l'identité masculine, etc. etc. Donc c'est marrant parce que c'est aussi un thème qui me renvoie à mes marottes de lecture féministe du monde, quoi, parce qu'il y a encore, enfin il est encore possible, voire indispensable de faire une lecture féministe de la PMA et du secret autour de la PMA qui est de moins en moins la norme, je crois, mais qui est toujours possible. Oui, c'est ça. Après cette annonce que vos parents vous ont faite, comment ça a modifié l'histoire qu'on se raconte? Parce qu'il y a l'histoire qu'on se racontait avant, que vous racontiez avant, et puis il y a celle que vous vous racontez après et maintenant. Comment ça a modifié Je pense comme on est confronté à l'impossibilité d'en savoir plus, moi j'avoue que, alors c'est pas que je fais un déni, mais que j'essaye de pas trop me raconter d'histoire en fait. J'essaye de pas trop penser les angles morts de cette histoire. Je suis pas du tout en quête d'un père biologique. Je ne fantasme pas du tout cet homme. Contrairement à ma sœur, qui a une approche différente des choses, elle, je pense que ça l'intéresserait de faire des recherches et qu'elle est frustrée que moi j'embarque pas dans son désir. Mais je crois que ça c'est très personnel, quoi. Il y a beaucoup d'enfants de donneurs que j'ai rencontrés qui auraient très envie de savoir quel géniteur. Moi, j'ai pas envie. Mais probablement parce que j'ai déjà une vie relativement compliquée et riche en histoires un peu tordues. Je pense que j'ai peur de ce que je pourrais découvrir aussi et que ça rajoute quelque chose de lourd et de difficile à gérer. Donc plutôt que de m'infliger quelque chose de difficile à gérer, je préfère ne pas y penser. Ça a changé par exemple le lien que vous avez avec votre père? Ça m'a permis plus d'empathie pour lui, oui. Oui, ça m'a permis de comprendre, notamment parce que c'est ce que beaucoup d'enfants de donneurs m'ont dit, la difficulté qu'il y avait pour les pères à cette époque de créer un lien d'attachement avec un enfant qui grandit au sein de son foyer sans lui ressembler et les médecins disaient c'est bon, c'est votre enfant, faites comme si, il va vous ressembler, donc voilà. Mais sans accompagnement psychologique d'aucune sorte, alors que les procédures d'adoption, par exemple, nécessitent et c'est bien normal, quoi, des préparations à l'accueil. Ici, voilà, c'est une fiction, voici celle que vous devez vous raconter, monsieur, voici celle que vous devrez raconter à la société, à votre enfant. Et je crois que
même si mon père est quelqu'un de plutôt taiseux, qui s'ouvre pas beaucoup, je crois que ça a été quand même difficile pour lui. Et je crois que c'est difficile quand même pour ces hommes de devoir grandir, de devoir s'accommoder d'une fiction qui leur est imposée aussi. Donc oui, ça a développé vraiment mon empathie pour mon père. Et ma relation avec mes parents est, je pense, plus apaisée aujourd'hui qu'avant. Ouais. Et pour lui, le fait que ce secret ait été levé, enfin pour lui, pour eux, parce qu'au fond, les parents, ça touche aussi votre mère, ça a changé quelque chose? Moi, je crois que je suis un cas assez particulier parce que mes parents ont choisi de nous le dire, à ma sœur et moi, qu'on était des enfants de donneur. Et la plupart des enfants de donneur à qui j'ai parlé, c'est marrant de dire enfants de donneur alors que pour la plupart c'est des adultes et parfois ils ont des enfants eux-mêmes. Voilà. C'est à côté un petit peu infantilisant aussi déjà, rien que la manière de les désigner. Voilà, ces enfants-là, ils ont découvert le secret derrière leur filiation via des moyens pas toujours très agréables. Une tante bourrée qui a lâché le morceau à la copine du frère de machin, ou une mère qui veut se venger du père et qui le balance à ses enfants. Moi, c'était fait d'une manière très propre en fait, et très, très responsable, mais à l'ancienne, où le responsable du délit confesse. Pire d'ailleurs, comme nous. Et oui, moi, parce qu'ils nous avaient réunis, et ça leur arrive jamais évidemment, et donc on se dit bon, ça y est, ils vont mourir, c'est fini. On va devoir s'occuper. De quels parents va-t-on devoir s'occuper? Quel autre va-t-on devoir les visiter à l'hôpital? Et donc, quand ils ont lâché ça, on a fait « Ah, bon, c'est que ça !» Et bien vraiment, ça nous stressait tellement. Bon, parlons d'autre chose. C'était vraiment quasi la manière dont ça s'est passé. Mais c'est le genre de nouvelles tellement de l'ordre de la science-fiction que ça met plusieurs jours, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, voire toute une vie avant de descendre, décanter, se digérer, puis savoir vraiment ce qu'on en fait. Vous faites une distinction, je trouve vraiment intéressante par rapport à la question du secret entre, au fond, vous dites que s'il n'y avait plus de secret, il n'y aurait plus de donneurs, et s'il n'y avait plus de donneurs, il n'y aurait plus de famille. Et vous faites la distinction entre le secret autour de la conception et le secret autour du donneur, ce qui n'est pas la même chose. Oui, mais ça c'est surtout c'est la société et c'est les médecins qui travaillent dans l'industrie de la fertilité qui le croient, en tout cas qui prétendent que s'il n'y a plus de secret, alors les gens donneront plus, alors les gens feront plus ce type de démarche. En tout cas, le secret autour de l'identité du donneur. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je ne sais pas, en fait, ce qui serait le plus sain. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ça me paraît complètement fou et très malsain qu'on puisse encore avoir la possibilité d'entretenir un secret autour de la conception. Ça, moi, je trouve que c'est quelque chose de particulièrement révoltant, quoi, de laisser la possibilité à des êtres humains de décider à ce point pour les autres. Et ça, s'il y a bien quelque chose pour lequel je milite discrètement, mais que je milite, c'est la levée de la possibilité de secret qui est entretenu par la possibilité et même l'encouragement à choisir un donneur qui ressemble au père, qui a la même couleur de cheveux, la même couleur d'yeux, pour pouvoir ne pas faire passer l'enfant pour le fils du facteur. Mais il y a souvent des surprises génétiques avec des enfants qui ne ressemblent pas du tout au père, et qui ont la tronche forcément, et des longs cheveux bouclés blonds, alors que le père il est plutôt méditerranéen, cheveux lisses foncés. Voilà. À ce propos, ça m'a marqué comme plusieurs des personnages, après l'annonce, c'est tout de suite ça qui vient à l'avant-plan, c'est la question du physique. À qui je ressemble, de qui vient mon nez, ces choses-là, c'est tout de suite le côté physique. Oui. Bah oui. Et alors moi, c'est aussi particulier parce que ma sœur, c'est le portrait craché de ma mère, et moi, on a toujours dit « toi, tu ressembles à papa ». Alors quand on est petit, une petite fille, dans une société comme la nôtre, on se dit « mais j'ai pas envie de ressembler à un vieux monsieur ». Donc on est dégoûté, évidemment. Mais c'est vrai, quelque part, je ressemble beaucoup plus à mon père qu'à ma mère, physiquement ou mentalement. Enfin, on a plutôt le même type de tempérament, mon père et moi. Donc je me dis « oui, je suis la fille de mon père ». Oui. Eh ben non, donc quand ma sœur m'a dit ouais, ben moi je ressemble à maman, toi tu ressembles à personne, donc tu dois ressembler au mec, quoi. Et donc je me regarde dans la glace, je me dis, mais je ressemble encore à un vieil homme. Je suis encore renvoyée à ma ressemblance à un homme, mais là pour le coup à un inconnu. C'est ça qui
probablement assez pénible, c'est qu'une fois que c'est dit, il n'y a rien de plus à dire, puisqu'on n'en saura jamais plus. Oui. À moins d'un accident heureux ou malheureux, de test ADN, de banque de données ADN. Oui, c'est ça. Vous parlez d'ailleurs de part manquante, enfin, ça fait penser au bouquin de Christian Bobin, mais je trouve ça assez joli parce que, au fond, comment cette part manquante qui est, on pourrait dire, intrinsèque quelque part à chaque être humain, là, prend peut-être une autre place ou une autre dimension. C'est Cédric dans le spectacle qui raconte que, en fait, ça lui permet de fantasmer un père, enfin cette part manquante lui permet de fantasmer un père extraordinaire, alors que lui, il a toujours eu de très mauvaises relations avec son père, et il y a une sorte d'hélicoptère pour l'imaginaire qui lui convient bien. Cette part manquante, en fait, est peut-être une chance pour beaucoup d'enfants de donneurs. Ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Quoi. Oui, c'est presque. Enfin, ça donne presque l'idée que finalement ce type-là de situation est un aspect paradigmatique justement du malentendu de l'origine pour tout le monde, parce que finalement tout le monde est quand même en question par rapport à son origine, à sa conception, même quand on connaît ses parents. Mais dans une situation comme ça, c'est... Oui, et souvent les questions par rapport à l'origine, elles viennent plus d'un ancêtre très éloigné que nous. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est proche de nous, quoi. Mais ça ouvre aussi la porte à est-ce que mon père était un salaud est-ce que il s'est fait de l'argent, donc est-ce que c'était un type cupide et c'est le genre d'armoire dans lequel moi j'ai pas tellement envie d'aller, quoi, parce que j'ai plutôt tendance à fantasmer le pire que le meilleur. La question du père est intéressante parce que dans votre pièce, donc, il y a ce psy qui se range derrière l'idée que un père ne peut être père que le père biologique. C'est pas du tout... c'est pas du tout comme nous on l'entend, plutôt une fiction, une fonction, pardon, mais aussi une fiction peut-être. En tout cas, une fonction, et donc que cette fonction peut être incarnée par une mère, par une femme, par un beau-père, on n'a pas l'idée que les enfants doivent absolument grandir dans une famille hétéronormée. Oui, de moins en moins. Mais le pied dont vous parlez, c'est une retranscription exacte de propos tenus dans une émission de France Culture en 2018, je pense, ou en 2017. Enfin, donc de manière très contemporaine. On tient encore ce genre de discours avec le rôle du père, c'est ça, le rôle de la mère, c'est ça. C'est des trucs que moi j'ai toujours trouvé absolument stupides, parce que déjà dans le couple de mes parents, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et puis dans les couples de parents autour de moi, ça se passe pas comme ça non plus. Enfin, chacun, avoir une espèce de rôle-fonction comme ça en fonction de ton genre, voilà, mais c'est le genre de discours que je trouve assez révoltant aussi. Mais c'était pas la seule chose révoltante, à mon sens, que dit ce psy, qui me semble pas du tout en phase ni avec l'évolution de la société, ni avec le retour de des choses à l'endroit, quoi. Lui, il plaide justement pour une espèce de fiction. Et certainement pas pour la vérité. Alors que je crois que c'est quand même très important, quand même, la vérité, surtout parent-enfant, quoi. Il y a quand même une nécessité de confiance pour pouvoir se construire adéquatement, je crois, en tant qu'être humain, quand on est petit, et que quand cette confiance... Enfin, quand il y a un mensonge aussi fondateur dans l'histoire de quelqu'un, c'est quand même très dur de ne pas se méfier de tout et de tout le monde par la suite dans la vie, quoi. J'en veux certainement pas du tout aux parents, et pas aux miens non plus, parce que c'est tellement culturellement construit ce que les parents de cette époque-là ont fait. Quand même très peu de place pour le libre arbitre, quoi. Les médecins, l'institution, la blouse blanche disait aux parents, vous faites comme ça, les parents obtempéraient, quoi. Mais que la société en soit encore, et que des médecins en soient encore à avoir ce genre de discours hyper dogmatique aujourd'hui, je trouve ça vraiment dangereux.
D'ailleurs, ce que vous disiez là par rapport à la question du tempérament vient justement, enfin, où vous dites j'ai le tempérament de mon père, je ressemble à mon père, ça vient complètement justement mettre cette théorie à plat, puisque vous apprenez que c'est pas votre vrai père, mais à la fois cette filiation est quand même là, enfin ce lien. Et je crois que la plupart, enfin c'est une croyance comme tout, mais que la plupart des choses sont acquises plutôt qu'innées dans la vie. Mais il y a quand même probablement de l'inné. Alors quel pourcentage dans la construction d'un être humain, ça c'est impossible à savoir. C'est un peu le Big Bang, quoi. C'est très vertigineux comme question. Je ne sais pas si j'ai spécialement envie de me la poser, mais la génétique a quand même, je crois, une importance. Mais laquelle et dans quelle proportion, ça je ne sais pas. Et toute la question effectivement de la parole que vous voulez donner et prendre. Enfin, oui, parce que c'est des sujets sur lesquels la parole est hyper verrouillée. Et c'est des tabous que je trouve qui doivent être dynamités. Donc je me propose pour le faire. Alors, j'avais une petite question, parce que je suis fort sensible à la dimension de la solution par l'art. Et au fond, j'imagine qu'écrire à partir de votre histoire, c'est une façon de faire avec. Mais je me demandais si vous aviez une idée de ce qui est en effet pour vous. Est-ce que c'est de donner la parole là où elle est verrouillée, ou est-ce que c'est à travers la fiction des autres, au fond, faire avec la vôtre? Mais je pense que c'est les deux. Je pense que ce que racontent les autres me permettent de comprendre ce que je vis aussi. Pas nécessairement pour m'aligner sur ce qu'ils pensent, mais parce que leur récit me fait penser à des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Enfin, et comme c'est vraiment un impensé de la société, voilà, ça me permet de le penser grâce à leur récit. Et puis, à travers eux, leur cas singulier, oui, c'est donner la parole à ceux qui n'y ont pas eu droit à cause des tabous de la société. Et ça, c'est quelque chose de plus général dans ce que j'ai envie de faire. Appartenant à toute une série de groupes pour lesquels on décide, quoi. Je suis à l'intersection de pas mal de trucs. C'est ça que j'ai envie de mettre les pieds dans le plat à ce niveau-là, quoi. Et que ça devienne aussi peut-être un sujet politique, ou en tout cas à l'ordre du jour, qu'on en parle. Parce que sur la PMA, on parle énormément des parents, de leurs désirs, de leur détresse dans leur démarche. Moi, ce n'est pas du tout l'angle que j'ai eu envie d'aborder, parce que je ne suis pas parent, parce que en fait, je ne suis pas dans ce genre de démarche, je ne suis pas travaillée par un désir d'enfant. Par contre, je travaille par la question de l'identité et du secret et de la domination sociale. Oui, c'est ça. Je me demandais, alors la question n'est peut-être pas très construite, mais comment se construire une intimité dans ce contexte comme ça où c'est soit tout secret ou soit tout est su par quelqu'un d'autre. Il y a une part comme ça. Oui, c'est extrêmement vertigineux en fait. Ça donne l'impression d'être un peu observé à travers un miroir sans teint. Par le corps médical, par les parents, par la société, qui ont décidé pour toi de ce que tu serais, de ce qu'on te dirait. Et donc il y a en effet quelque chose de très déstabilisant, quoi, qui rompt une partie de l'équilibre qu'on peut avoir dans la vie. Et en effet, il y a un sentiment d'irréalité, d'être observé, je ne veux pas dire façon Big Brother parce que c'est beaucoup plus politique que Big Brother, mais être observé sans le savoir, c'est assez désagréable. Et en effet, il y a une impression d'intimité un peu piétinée. Oui, c'est ça. Donc, parmi les enfants de donneurs que j'ai rencontrés, il y a des enfants de couples lesbiens et il y a le fils d'un couple dont le père est un homme trans. Ils l'ont toujours su, évidemment, qu'ils étaient enfants de donneurs, le fruit d'un don de sperme anonyme. Ils sont toujours pu se construire avec cette donnée, c'est ceux qui l'ont su le plus tôt, quoi. Ça fait tellement partie de leur paysage familier que c'était même pas une question. Et alors, il n'y en a jamais que 2, je pense, là, dans le spectacle, si je me souviens bien. Mais ça montre quand même que le fait de pouvoir se construire avec cette donnée, je crois, permet d'évacuer tout fantasme et d'avoir un rapport sain en fait, à ses parents, au monde. C'est ça que je trouvais très intéressant parce que voilà, il y a quand même beaucoup de voix réa qui disent
un enfant, c'est un papa, une maman et un secret. Et quand on voit que c'est des modalités complètement alternatives de couple parental qui permettent en fait justement, par l'impossibilité du secret, à une constitution assez saine de leur progéniture, je trouve que c'est un bon argument quand même pour lutter contre certaines pensées réac et néo-réac contemporaines. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, je trouve que c'est très frappant dans la clinique avec les enfants, comment des enfants qui, effectivement, grandissent avec des parents séparés depuis presque toujours, ou dans des familles monoparentales, et si c'est très clair pour les parents, et assumé quelque part pour l'enfant, ça l'est aussi beaucoup plus facilement que... Ouais. Et peut-être, mais évidemment, ça n'a été joué que 2 fois, j'ai vraiment pas envie de retourner le couteau un peu. Il y a eu des réactions après la première et la deuxième représentation Quelques personnes, dont des personnes que je connais depuis longtemps, de loin, mais que je connais quand même, quoi, qui sont venues me dire, ben voilà, moi aussi, en fait, je suis un enfant de donneur, donc c'est pour ça que j'avais envie d'être la première pour voir ce que tu allais dire. Et c'est tout à fait ça. Je ne sais pas très bien ce qu'ils veulent dire par c'est tout à fait ça, mais ils ont été, je pense surtout à l'un d'eux, qui est extrêmement bouleversé. C'est des gens de mon âge, donc fin de la trentaine, début de la quarantaine, qui ont le même type de parents, viennent du même type de milieu, ont subi le même type de tabou. J'ai l'impression, me disent-ils en tout cas, que ça leur a fait un truc assez fort de voir dire les choses que eux ont toujours tues. Et je trouve ça... En fait, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des personnes directement concernées parce qu'on n'a pas vraiment de statistiques sur les enfants de donneurs, puisqu'il y a aussi en plus les dons un peu artisanaux, sous les radars. Donc voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des enfants de donneurs et certainement pas aux 2 premières. Et donc c'est un public manifestement auquel je m'adresse aussi, qui est intéressé par la question, puisque jusqu'ici ce n'était pas un sujet et maintenant ça l'est. Et je ne sais pas si j'avais répondu à ta question sur le fait de sublimer. Moi je sais très bien qu'en tout cas sur cette question-là, si je n'avais pas écrit dessus, ça aurait été hyper grave. Ça aurait été vraiment, j'en aurais fait un ulcère, un cancer, j'en sais rien, mais difficile d'identifier pourquoi d'ailleurs. Mais c'est cette histoire enfermée qu'on m'aurait obligée à enfermer à double tour à l'intérieur de moi, alors que tous se débattaient à l'intérieur de moi pour le dire, peut-être pas le crier parce qu'il n'y a pas de rage dedans, mais le claironner en tout cas. Si mes parents avaient refusé, par exemple, que j'écrive sur la question, parce que je leur ai demandé l'autorisation, ça aurait été terrible. Ça aurait été absolument terrible. Voilà ce que je peux dire sur la... Et c'est là que je trouve que... je mesure la chance que j'ai d'avoir la capacité artistique, d'avoir les talents artistiques entre guillemets pour pouvoir écrire dessus, mais aussi avoir la possibilité de faire atterrir ce que j'écris. Donc avoir des collaborations avec des théâtres déjà et être un peu installée dans le milieu culturel belge pour avoir la possibilité de faire entendre ma voix, parce que ça aurait été très dur aussi, parce que tu peux écrire un truc de ton côté et que en fait ça n'intéresse personne, et que ce soit pas joué, que ce soit pas publié. Et donc là, je mesure vraiment la chance que j'ai, et peut-être que c'est par hasard, hein, peut-être que tout a été construit dès le début pour ça, on ne sait jamais, d'avoir une possibilité d'avoir une tribune dans l'espace public pour dire des choses qui seraient tellement dures à garder pour soi. Ouais, c'est ça.